Or, trop souvent mes interlocuteurs refusent de sortir du registre moral et émotionnel. Ils veulent désigner des coupables, juger des individus, prendre position affectivement. Ce réflexe empêche de penser les mécanismes, les causes, les effets. Il transforme le débat politique en affrontement de sensibilité plutôt qu'en analyse du réel. C'est à ce point précis que la notion de ressentiment, telle que Nietzsche l'a décrit, me semble éclairante. Non comme une insulte, mais comme une clé de lecture, celle d'une pensée qui préfère juger plutôt que comprendre, accuser plutôt qu'analyser et transformer l'émotion en vérité. C'est ce même ressentiment qui anime les partisans de la peine capitale. Pire encore, incapables de se venger eux-mêmes, ils restent passifs et demandent à l'État de se salir les mains pour eux. L'actualité récente, avec la mort d'un jeune militant nationaliste, en est un parfait exemple. La violence politique de rue existe. Elle est stratégique et assumée en tant que telle par les groupes radicaux de droite comme de gauche. Mais lorsqu'un drame surgit, le discours change et se recouvre d'un voile moral. Bien que les deux camps cherchent la confrontation physique, la mort d'un militant, même si celle-ci n'est pas totalement accidentelle, n'est pas non plus intentionnelle, est systématiquement instrumentalisée par le camp de la victime. Une situation similaire avait eu lieu après la mort de Clément Méric à la suite d'une rixe en 2013. À l'époque, c'était le FN qui était le parti que les médias mainstream diabolisaient. Être contre l'extrême droite, à cette époque, nous garantissait d'appartenir au camp du bien. Sentiment renforcé suite à ce drame. Aujourd'hui, les choses sont inversées. C'est LFI qui est diabolisé par les médias mainstream. Et la mort de De Rank est une aubaine pour tous ceux voulant participer au discours moralisateur. Le FN et maintenant le RN sont accusés de fascisme par la gauche. Mais bien que réactionnaire, le RN n'est pas un parti fasciste. C'est un parti identitaire, autoritaire, xénophobe, percevant tout changement comme un danger et j'en passe. Mais qui a pour projet de prendre le pouvoir par les urnes dans le cadre des institutions. Ils n'ont pas recours à la violence et à l'intimidation. Qu'ils soient en lien ou non avec des groupes réellement fascistes ne fait pas d'eux des fascistes. C'est de la paresse intellectuelle de dire ça et du déshonneur par association. LFI est depuis quelque temps maintenant également accusée de fascisme. Alors là, c'est encore plus cocasse. À croire que les opposants de droite manquent cruellement d'imagination. Dire d'eux qu'ils sont des bolcheviks aurait été certes tout aussi faux que de dire que le RN est fasciste, mais au moins on gardait une cohérence. Le fascisme est nationaliste, ce que LFI n'est pas, voire absolument pas, pour ses opposants. Mais je sais qu'on me rétorquera que fascisme, ici, signifie le fait de combattre l'adversaire par la force, ce que, tout comme le RN, LFI ne fait pas. Le fait que LFI puisse avoir des liens plus ou moins marqués avec la gauche révolutionnaire ne fait pas de ce parti un parti révolutionnaire, encore moins fasciste. LFI et le RN sont des partis d'opposition, mais ils restent tous deux conformes aux institutions. La gauche révolutionnaire est antifasciste, et la droite contre-révolutionnaire et fasciste ont quant à elles recours à la violence. Mais la vraie question n'est pas « est-ce moral ?» mais « est-ce nécessaire ?» Car la violence n'est pas une fin en soi, elle est un moyen, une méthode, un mode d'action. La fameuse question « la fin justifie-t-elle les moyens ?» est une question légitime. Mais à cette question, d'apparence fermée, beaucoup tombent dans le piège du oui ou non. Or, tout est dans la nuance et dans l'analyse du contexte et des circonstances. Répondre de façon binaire est signe d'une morale déontologique, voire théologique. Et vous y avez le droit. Simplement, ne le faites pas au nom de la raison, mais de vos croyances abstraites. J'y oppose quant à moi une réponse fondée sur une morale conséquentialiste, prenant en compte la réalité du terrain, et éthique, basée sur la raison, non sur des dogmes. Comme l'écrivain François Bégodeau l'a dit, la violence en politique, sa légitimité, s'évalue à sa cause. Si un peuple vivant en dictature s'insurge contre un tyran,
Tous les pays occidentaux trouveront ça normal, car leur cause est juste. Ça n'est donc jamais contre la violence elle-même que l'on s'indigne. On s'indigne lorsque, de notre position dans l'espace social, celle-ci nous paraît illégitime. Or, elle apparaît pourtant nécessaire du point de vue de celui qui la perpétue. Il faut donc distinguer et hiérarchiser les différents types de violences politiques et les comparer à leurs causes pour savoir ce qui est moralement acceptable. Je distingue un blocus, dont le but est de perturber le fonctionnement normal de la société. Un black bloc, ou bien les sabotages, dont la violence est matérielle, ciblée et non physique. Une émeute, dont la violence est matérielle, non ciblée et physiquement orientée vers les forces de l'ordre. Les rixes, violence d'un groupe politique orienté vers un autre groupe politique ayant recours aux mêmes méthodes. Les agressions politiques, orientées vers des militants non violents ou vers des individus non politisés, comme lorsque l'extrême droite attaque des étrangers ou des homosexuels. L'attentat, qui peut d'ailleurs être seulement matériel aussi. L'assassinat, là, un fossé est franchi, car il y a une volonté de tuer. Et pour finir, la guerre civile, où une large partie de la population est en guerre contre le régime, défendu par une autre partie de la population. Si c'est l'armée elle-même qui renverse le gouvernement et prend le pouvoir, c'est un putsch. Si les insurgés l'emportent, on appelle ça a posteriori une révolution. Évidemment, il n'existe pas de limite claire entre ces différentes méthodes. D'autant que les individus, eux, peuvent monter ou descendre rapidement dans cette hiérarchie. Concernant les tristes et regrettables morts de Clément et Quentin, elles sont liées à un phénomène mathématique. Plus la violence physique est fréquente, plus le risque de drame est élevé, que ce soit pour une raison politique ou parce que vous vous battez à chaque fois qu'un type vous regarde de travers dans un bar. Mais comme je le disais plus haut, le bâton a changé de camp, et ce bien avant la mort de Quentin Durand. Ce n'est plus contre l'extrême droite qu'il faut être pour appartenir au camp du bien, mais contre la gauche, soit LFI et l'extrême gauche. CNews en est l'incarnation pure, mais tous les autres médias lui emboîtent le pas. Et les groupes d'extrême droite sautent sur l'occasion pour discréditer moralement leur adversaire, tout en lissant leur propre radicalité, exactement comme le faisait l'extrême gauche jusqu'à la fin de la dernière décennie. Nous sommes dans le schéma classique du ressentiment tel que décrit par Nietzsche. On inverse les valeurs et on qualifie l'autre d'infréquentable afin de nier sa propre impuissance. Mais même si le bâton a changé de main, je conseille à l'extrême droite de se demander qui décide à qui revient le bâton. Car c'est bien la classe dominante, c'est-à-dire dans une société capitaliste, la bourgeoisie, qui décide qui est moralement bon, qui est fréquentable, et quel camp du prolétariat soutenir pour affaiblir l'autre camp de prolétaires. Car la bourgeoisie aime se recouvrir du vernis de gauche, bien pensant et progressiste en période de stabilité économique. Mais lorsque l'économie entre en récession, la bourgeoisie troque ses valeurs moralement bonnes de progrès et de tolérance contre des valeurs moralement bonnes d'ordre et de tradition. Mais ne vous y trompez pas, le capitalisme, pris en tant que système économique, est totalement amoral. Il se fiche du progrès comme de la tradition, et inversera le sens de ses valeurs selon ses propres intérêts matériels. Parce qu'on a tendance à attribuer la bien-pensance moralisatrice aux bobos des villes, qui, bien à l'aise financièrement, se permettent de donner des leçons de morale avec condescendance, comme si leur supériorité morale autodésignée impliquait nécessairement une supériorité intellectuelle. Mais tous ceux qui ont un discours paternaliste sur l'ordre et la tradition, typique des chroniqueurs de CNews, font exactement la même chose. C'est juste qu'ils ont des valeurs opposées. Ces deux personnages caricaturaux, que sont l'étudiant woke ou le chroniqueur CNews, sont en réalité les deux faces d'une même pièce, d'un même phénomène. Les gens ayant recours à la morale du ressentiment, de droite comme de gauche, ne seront que les pantins utiles de la bourgeoisie, qui n'hésitera pas à les écraser aussitôt la situation changée. Que je sois vu comme complaisant par la gauche et hostile par la droite m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est de refonder une éthique politique conséquentialiste, débarrasser du moralisme et articuler une critique matérialiste du capitalisme.